Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Clémentine, tu es députée de la Seine-Saint-Denis, tu es aussi candidate tête de liste pour les régionales en Île-de-France. Tu viens de publier Pouvoir vivre en Île-de-France aux éditions du Seuil, un essai où tu livres ton analyse de la région, les inégalités, mais aussi la gestion par Valérie Pécresse depuis 6 ans, et aussi évidemment tes propositions pour pouvoir vivre, comme tu le dis, dans la région capitale. Un mot d'abord sur le choix des mots. Qu'est-ce qu'ils recoupent ces deux mots pour toi, pouvoir et vivre ? En fait, pouvoir vivre en Île-de-France, ça m'est venu à l'esprit d'abord par rapport à la difficulté de la vie en Île-de-France, pouvoir se loger avec la spéculation, des prix très chers, mais aussi la vie globalement qui est très chère. Donc pouvoir vivre en Île-de-France, il faut déjà presque pouvoir en avoir les moyens. Et puis dans pouvoir vivre, il y a la qualité de vie. On entend aussi pouvoir bien vivre. Pas simplement survivre, pas simplement voilà, être dans la galère des transports, le stress, le rythme infernal, mais pouvoir prendre du plaisir à la vie. Et donc il y a un peu deux significations. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y a le mot pouvoir. Et comme l'enjeu, c'est de présider la région, j'aime bien qu'il y ait ce pouvoir qui dit quelque chose de l'ordre de la capacité d'agir. Si nous présidons, nous agirons pour la qualité de la vie et pour que chacune et chacun puisse trouver sa place en Île-de-France. On va revenir sur tes propositions, mais un mot sur la présidente sortante, Valérie Pécresse, qui attaque tous azimuts en ce moment. Elle t'a attaqué ce week-end et a dénoncé d'ailleurs des candidats qui sur ta liste auraient basculé, je la cite, dans l'antisémitisme. C'est une accusation grave. Qu'est-ce que tu lui réponds ? C'est une accusation mensongère et gravissime, tout à fait gravissime, puisque l'antisémitisme est hors la loi en France, hein, il est pénalement répréhensible, et que le combat contre l'antisémitisme est notre combat. D'ailleurs, même parfois au prix de violentes attaques et menaces de groupuscules d'extrême droite, dont j'ai fait personnellement l'objet, sans d'ailleurs que Valérie Pécresse n'ait jamais rien à redire. Bon. Donc là, le problème qu'on a, c'est que Valérie Pécresse ne veut pas entrer en campagne avec un débat sur le fond avec ses concurrents, ses adversaires. Elle ne veut pas de ça. Donc au lieu d'assumer son bilan, qu'on puisse en débattre, je comprends qu'elle n'ait pas envie qu'on en parle, hein, parce que dès lors que les Franciliennes et les Franciliens connaîtraient ce qu'elle fait véritablement, ils seraient peut-être très étonnés et en tout cas sans doute en grande partie pas d'accord. Et elle ne veut pas non plus de confrontation sur la vision que nous avons de la région. Et du coup, elle fait une campagne qui est une campagne qui vise à stigmatiser, à délégitimer, à mentir vis-à-vis de ses adversaires. Elle nous a pris pour cible. Alors moi, je me dis très bien, d'une certaine manière, si nous sommes la cible, c'est que nous sommes aussi dangereux. Et elle redoute, dans le cadre d'une quadrangulaire qui a l'air de s'annoncer, que les forces de gauche et écologistes rassemblées au second tour puissent l'emporter. Et donc, elle veut créer des coins, enfoncer des coins entre les différentes listes, et avec des mots qui sont des mots fourre-tout. Alors, il y en a d'autres. Hein. Elle dit sans arrêt que la gauche indigéniste, la gauche indigéniste, islamo-gauchiste, à tous les. Donc, des mots qui ne veulent strictement rien dire, qui visent à éviter le débat, à disqualifier, à faire peur, à effrayer les électeurs, mais certainement pas à avoir une confrontation d'idées, ce que je regrette, et je trouve ça indigne d'élus de la République. Un sujet sur lequel elle t'attaque aussi, c'est sur les questions de sécurité. Elle dit que tu es la gauche laxiste. Quelles sont tes propositions en la matière pour la région Île-de-France ? Est-ce que la sécurité des Franciliens, ça fait partie de tes priorités ? La sécurité, la tranquillité publique, le fait en effet de ne pas vivre en permanence en ayant l'angoisse d'être agressé, par exemple dans les transports en commun, je pense en particulier aux femmes, ou aussi dans des quartiers populaires, beaucoup de stress par rapport à un sentiment d'insécurité et à l'insécurité véritable. Donc moi je prends très au sérieux ces questions-là. Je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay, de banlieue populaire, donc je vois très bien ce dont il est question, et évidemment que ça me préoccupe. Là, le sujet, c'est que vous avez 3 candidats de droite et d'extrême droite, qui ont décidé de faire porter le débat sur les régionales sur la question de la sécurité. Jordan Bardella, candidat d'extrême droite, qui a son affiche « Le choix de la sécurité ». Le candidat de La République En Marche, qui a donné sa première interview de campagne avec une proposition phare, une police régionale. Et Valérie Pécresse, qui parle de ça matin, midi et soir, quand elle ne parle pas d'islamo-gauchisme et de je ne sais quoi, qui sont des débats régaliens, en vérité, parce que la sécurité est une compétence d'État. Donc c'est un moyen d'éviter les grands enjeux que sont transport, lycée, aménagement du territoire, qui sont au cœur de la politique régionale. Donc moi, je veux bien que nous discutions de la tranquillité publique et nous faisons des propositions qui peuvent améliorer
en Ile-de-France la situation. Mais ne nous trompons pas d'élection et ne mentons pas aux électeurs sur les véritables enjeux de cette élection régionale. Tu l'évoquais, Jordan Bardella, c'est le candidat de l'extrême droite en Ile-de-France. Il est très haut dans les sondages, loin devant les 3 listes de gauche et second derrière Valérie Pécresse. Est-ce que l'électorat populaire échappe désormais à la gauche qui lui préférerait l'extrême droite ? Il n'y a pas de... J'essaie de bien comprendre ta question, mais en fait ça marche pas. Ça passe pas de la gauche de gauche à un vote d'extrême droite. C'est plus compliqué que ça. Hein. Moi, en tout cas, une des raisons pour lesquelles moi je suis candidate dans cette élection, c'est aussi pour faire entendre une voix de gauche issue des quartiers populaires et de ne pas laisser à l'extrême droite le monopole dans cette campagne d'une voix qui parlerait de la grande couronne et des banlieues plus éloignées, etc. Donc il faut disputer sur le fond à l'extrême droite cette idée qu'il pourrait représenter le monde populaire. Ça c'est vraiment pas possible, mais c'est une vieille histoire d'ancrage, c'est-à-dire ce sont évidemment les défaites que nous avons eues dans le camp progressiste à l'égard du monde populaire, avec des déceptions en chaîne, et de l'autre côté, une extrême droite qui a pris de l'avance sur ce terrain-là, et bien aidée aussi par le monde dominant, parce qu'en ce moment, franchement... Il suffit d'allumer BFM TV et d'ouvrir le journal pour voir à quel point la courte échelle idéologique est faite à l'extrême droite. Toi, tu fais une campagne aussi, tu viens de le dire, qui parle beaucoup aux catégories populaires, les plus pauvres d'entre eux, souvent, les quartiers populaires, tu viens de les citer. Tu proposes d'ailleurs ce que tu appelles un choc de solidarité. Qu'est-ce que tu as à proposer aux classes moyennes, ces classes qui sont menacées aujourd'hui justement de déclassement ? Moi je pense qu'on a un projet qui s'adresse pas seulement aux catégories populaires, mais un projet qui globalement va améliorer la vie des plus fragiles, avec ce choc de solidarité et des mesures d'urgence immédiates, comme la gratuité pour les cantines et les transports en commun pour les plus démunis, 4 premières tranches du quotient familial pour les cantines, qui verront la gratuité dès la rentrée, et dans les transports en commun, tous les bénéficiaires des minima sociaux, qui verront la gratuité des transports. Plus les jeunes de moins de 25 ans, gratuité immédiate dans les transports en commun. D'autres mesures, comme la multiplication par 10 du budget dédié à l'aide alimentaire, dans la situation dans laquelle on est, ça me paraît très important, ou un SAMU culturel pour venir en urgence à des compagnies et des associations culturelles qui sont en grande difficulté. D'autres propositions encore, on va y revenir. Donc ça, c'est pour le choc de solidarité. Pour ce que tu appelles les classes moyennes, en fait, moi, il me semble que tout notre projet est tourné en leur faveur, puisqu'il s'agit d'enclencher une bifurcation sociale et écologique qui va améliorer la qualité de vie. Améliorer la qualité de vie parce que nous allons nous soucier non pas de la compétitivité et de l'attractivité comme le fait Valérie Pécresse aujourd'hui, avant tout, mais du quotidien des franciliennes et des franciliens. Donc ça passe par beaucoup de choses. Je vais prendre quelques exemples, mais si par exemple demain nous arrêtons de déverser des millions à des entreprises du CAC 40 pour prendre cet argent et aider, soutenir l'économie sociale et solidaire, les petites et moyennes entreprises et le monde associatif, ce sont les classes, la majorité en fait de la population qui va être aidée, mais les classes dont tu parles vont évidemment y avoir bénéfice. Quand on dit zéro artificialisation des sols nets, ça veut dire qu'on va préserver la nature. Quand on dit aussi qu'on veut développer la pratique du vélo en Ile-de-France pour passer de 2% à 12%. On sait très bien que les classes moyennes dont tu parles vont particulièrement en bénéficier, mais pas seulement. Donc je ne veux pas opposer en fait d'une certaine manière les catégories les unes aux autres, mais donner à voir que le projet que nous portons va rendre la vie plus douce à la majorité de la population. Tu as évoqué beaucoup de points dans ce que tu viens de dire et d'évoquer là. D'abord un mot sur les transports, parce que une chose qui te distingue de tes autres concurrents de la gauche et des écologistes, c'est que toi tu ne proposes pas la gratuité pour tous. Comment tu le justifies ? Parce que nous avons une priorité en matière de transport qui est le développement et l'amélioration, la modernisation des transports, notamment en banlieue, des transports en commun en banlieue. Plus l'investissement dans le RERV, le vélo politain, etc. Donc tout ça mérite qu'on dégage des moyens. Or, comme tu le sais, la région n'est pas un puissant fonds budgétaire puisqu'on ne peut pas lever l'impôt. On peut lever certaines taxes, et encore, souvent il faut l'autorisation de l'État, mais en fait on n'a pas un budget qui est extensible à l'infini. Donc moi je veux qu'on tienne les deux bouts, l'avancée vers la gratuité,
qui est un horizon que nous voulons atteindre. Donc il n'y a pas de désaccord entre les listes de gauche sur l'horizon de la gratuité. Nous voulons atteindre la gratuité, mais nous voulons le faire tout en modernisant et en rénovant notamment les lignes de RER, RER B, C et D, en augmentant les flottes de bus en banlieue et grande couronne. Et ça, ces investissements-là, ils sont absolument indispensables. Quand on est parisien, je dirais qu'il y a tellement de bus, de métro, etc., que le plus important semble être la question de la gratuité. Mais quand on vit en banlieue, en deuxième couronne, en grande couronne, la première difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on n'a pas de transport ou alors que les trains sont en retard, que certains sont supprimés, etc. Et c'est ça la grande difficulté. Donc je veux tenir ces deux bouts. Tu as aussi parlé d'artificialisation des sols et de ton inquiétude sur cette propension justement à bétoniser partout où c'est possible. De quelle écologie seras-tu la garante si tu es la présidente de la région Île-de-France demain ? D'une écologie populaire, à cette question-là, vraiment d'une écologie populaire, et à chaque fois d'essayer de trouver la voie pour tenir, là encore, ces deux bouts. Je prends un exemple, les cantines. Les cantines, je pense que quand nous faisons à la fois l'objectif, quand nous tenons l'objectif de 80% de bio dans les cantines demain, avec 50% de circuits courts et un maximum de circuits de proximité, c'est pas exactement la même chose, le circuit court, la circuit de proximité, et que nous proposons aussi de rendre gratuit la cantine pour les 4 premières tranches du quotient familial. J'estime que nous avons atteint ce qui est une écologie populaire en acte. Voilà, c'est cet exemple-là, mais on pourrait le décliner dans beaucoup de domaines. Et je crois que nous avons la proposition politique la plus cohérente en matière de transformation sociale et écologique. Tu as aussi parlé de politique économique. Et du fait que tu cesseras de verser toute aide publique aux grandes entreprises qui ne respecteraient pas les critères sociaux ou environnementaux et qui licencient par ailleurs. Beaucoup de moyennes et de petites entreprises risquent de ne pas se relever demain de la crise sanitaire. Comment la région Île-de-France viendra en aide à ces petits commerçants, ces artisans, si demain tu deviens la présidente de la région? C'est quoi tes engagements à leur égard? C'est clair. Donc déjà, on va dégager de l'argent en arrêtant de donner des moyens publics à des grands groupes. Il faut savoir que Total, Sanofi, Airbus, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais Air Liquide, etc., reçoivent des millions. Et là, tout récemment, quand même, la semaine dernière, la région a décidé de donner 1 million d'euros à Renault, qui licencie 2400 personnes. Franchement. Donc on va dégager des moyens et les réinvestir pour soutenir les petites et moyennes entreprises socialement utiles, et je tiens à ça, socialement utiles. Donc ça veut dire par exemple être un partenaire de choix pour l'économie sociale et solidaire. C'est par exemple créer des dizaines de milliers d'emplois solidaires qui va notamment profiter au tissu associatif qui fait partie du réseau économique aussi, là où Valérie Pécresse avait supprimé les emplois tremplins. C'est le service public de la réparation dont tu parles aussi, c'est des emplois dans ce qu'on appelle les recycleries. Exactement, il y en aura. Alors ça, moi je veux multiplier considérablement les recycleries en Île-de-France, les ressourceries plus exactement en Île-de-France, et investir dans un service public de la réparation. Mais ce que nous voulons faire, et qui intéressera les classes moyennes dont tu parlais tout à l'heure, moyennes et plus aisées, c'est que nous voulons lancer un système de fonds régional, abondé par la région, mais pas seulement, avec des milliards dedans, et qui générerait des chèques franciliens fléchés sur justement une économie utile. Donc ça peut être aussi bien les commerces de proximité, ça peut être aussi une activité sportive, culturelle, ça peut être de l'économie sociale et solidaire. Et donc ce fonds abonderait à hauteur de 20%. Vous allez chercher un chèque, comme le ticket restaurant, vous achetez pour 100 €, la région a mis 20 €, vous avez 120 € de capacité d'achat. Voilà. Donc c'est une manière de relancer l'activité économique, mais de façon fléchée pour privilégier une économie qui soit soutenable d'un point de vue environnemental et vertueuse sur le plan social. C'est une proposition forte que nous faisons. Elle a l'air comme ça un peu complexe quand je l'explique, mais en fait, je pense qu'elle peut être très utile là où la droite, ou En Marche, ne cesse d'avoir une logique de prêt, par exemple. Elle va proposer un énième prêt ou de l'épargne, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas tellement de prêter de l'argent, ou alors de l'aide directe à des petits commerçants, mais les petits commerçants, ce qu'ils veulent aussi, c'est retrouver leurs clients. Trouver des clients. Donc là, on a une démarche qui crée un cercle qui me paraît vertueux. La région Île-de-France, c'est aussi la région d'Europe où le PIB est le plus important. Est-ce que la région capitale doit rester attractive ?
La région capitale, alors pour moi, son problème majeur, c'est pas son attractivité et son objectif majeur ne doit pas être d'être enfermé dans la course à la métropolisation générale et en fait dans la seule logique de compétitivité. Parce que sinon, je prends toujours cet exemple et je crois qu'il est très parlant, on se dit que investir dans le Charles de Gaulle Express, ce train pour les riches, 24 € pour faire Paris-Roissy, donc ça veut dire que ce sont les touristes riches, les cadres d'affaires qui vont y accéder et ça coûte plusieurs milliards. Est-ce qu'on investit d'abord là-dedans ou est-ce qu'on pense que l'urgence c'est de moderniser le RER B avec son million de passagers quotidiens? Qu'est-ce que c'est? Eh bien pour moi c'est d'abord, le rôle de la région c'est d'abord de moderniser le RER B et donc d'investir dans les transports du quotidien qui concernent les habitants. Et si vous construisez une politique publique en partant de la compétitivité et de l'attractivité, vous arrivez au Charles de Gaulle Express. Si vous vous souciez d'abord de l'intérêt des Franciliennes et des Franciliens, vous privilégiez la modernisation du RER B. Eh bien, tout est contenu un peu dans cet exemple parce qu'il se décline là aussi à l'envi. Et moi, il me semble que la région doit se tourner davantage vers les besoins des Franciliennes et Franciliens et cesser de courir dans cette course folle à l'obésité financière internationale. Mercredi soir, on s'apprête à déconfiner petit à petit le pays. Tu as pris ta réservation pour un verre en terrasse? Et non, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je sens que je vais vite regretter. Je sais pas quel est le temps par ailleurs, mais je pense que, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça va être plutôt, voilà, une soirée joyeuse, attendue vraiment, et j'espère que les gestes barrières resteront respectés parce qu'on n'en a pas fini avec le Covid, mais c'est une perspective qui en effet fait plaisir. En dépit de l'incapacité du gouvernement à avoir bien répondu dans cette crise et à avoir raté à peu près toutes les étapes jusqu'à la question des brevets et à la vaccination aujourd'hui. On a vu justement quand même combien l'Île-de-France et en particulier la Seine-Saint-Denis avait été très touchée par la crise sanitaire. Les inégalités d'accès aux soins sont apparues au grand jour. La santé n'est pas une compétence directe de la région, mais est-ce que tu en fais une place centrale dans ton projet pour la région ? Je fais une place de choix. Alors, d'autant plus que la tête de liste que nous avons en Seine-Saint-Denis, c'est Christophe Prudhomme, qui est un urgentiste formidable et qui vient justement aussi apporter, j'allais dire son expertise, mais oui, d'une certaine manière, et qui nous a beaucoup aidé pour finaliser notre projet. Nous faisons notamment 2 propositions phares. La création de 300 centres de santé sur la mandature, donc ça c'est considérable. Des centres de santé, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un endroit avec le tiers payant. Donc vous n'avez pas à débourser l'argent, c'est quand même assez important. C'est un endroit où les professionnels de santé vont être salariés. Troisièmement, c'est un endroit qui non seulement pourra avoir des horaires un peu aménagés, donc plus vastes pour y accéder, et aussi où on va faire attention à ce que ce soit essentiellement du secteur 1. Bien sûr, donc que les tarifs ne soient pas trop élevés. Ces centres de santé seront stratégiquement implantés pour lutter contre les déserts médicaux en Île-de-France et il y en a un paquet, notamment en grande banlieue et en grande couronne. Donc ça c'est une priorité forte. Et la deuxième, c'est la formation de 20 000 infirmières, aides-soignantes, personnel de santé qui aura ce débouché avec les centres de santé, moyennant une rémunération. C'est-à-dire que pendant la formation, voilà, ces personnels en formation toucheront le SMIC, ce qui, je crois, est une très bonne idée pour inciter parce qu'il y a une pénurie, hein, on le sait, des vocations et que la crise n'a pas forcément aidé, paradoxalement, hein, parce que beaucoup de gens ont eu envie de se réorienter devant la si grande douleur à exercer son métier dans l'hôpital public en particulier. J'ai une dernière question, Clémentine, tu le disais tout à l'heure, Valérie Pécresse, ses attaques, en tout cas à ton endroit, à l'endroit de la gauche et des écologistes, semblent révéler une forme de fébrilité peut-être de sa campagne et de sa possibilité d'être élue ou pas. La gauche peut vraiment l'emporter en Île-de-France, Clémentine Autain ? Oui, elle peut l'emporter. Elle peut l'emporter si elle sait se rassembler au second tour. Toi, tu appelles la gauche à se rassembler derrière toi si tu es en tête ? Oui, bien sûr. Je l'ai dit sur toutes les ondes et je le redis avec plaisir. Si je suis en tête, je mettrai toutes mes forces pour réaliser le rassemblement des 3 listes en présence de gauche avec donc Julien Bayou et Audrey Pulvar. Et je souhaite que ces 2 candidats fassent de même. Hein, voilà. Et progressivement, je constate que l'engagement se prend. Donc ça, c'est très important et c'est la garantie. Et c'est la condition, j'ai même envie de dire sine qua non pour gagner face à Valérie Pécresse. Voilà. Il faut par ailleurs que nous soyons en dynamique, fortement. Et de ce point de vue, j'appelle tout le monde à la responsabilité.
Parce que je pense que là, il faut se rendre compte qu'on est à 6 semaines de l'élection et que chaque famille politique des gauches et des écologistes doit maintenant être rivée sur l'objectif, ravir la région à Valérie Pécresse pour permettre d'améliorer le quotidien des Franciliennes et des Franciliens. C'est ça l'objectif. Et j'aimerais que tout le monde y pense. Voilà. Merci beaucoup Clémentine. Merci à vous. Merci à toi.